Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce webinaire spécial alumni du MBA MCI. Donc on est avec Samy Jbari qui est un alumni un diplômé de notre formation, de la promo 2019. Bonjour Samy. Bonjour Louis. Merci d'être parmi nous. Merci aussi à ceux qui nous suivent pendant ce webinaire. Donc, je vous l'ai dit, vous avez un chat pour pouvoir poser vos questions en direct à Samy. L'objectif de ce webinaire, c'est bien sûr de parler du MBA. Je pense que si vous nous regardez, c'est parce que vous posez la question, de savoir peut-être vous voulez nous rejoindre à notre prochaine promo et dans quelques jours, puisque la rentrée est le 16 octobre. D'ailleurs, Samy, toi, tu avais également fait ta rentrée en octobre. Et puis, on a nouveauté cette année, une deuxième rentrée qui est en février. Voilà, donc c'est exactement la même formation, sauf qu'on a une deuxième rentrée en février. Samy, bon, on va tout de suite se lancer. Raconte-nous un petit peu qui tu es et comment le MBA est venu s'inscrire dans ton parcours. N'est-ce pas? Merci beaucoup dans un premier temps pour m'avoir invité, m'avoir donné la possibilité d'apporter mon témoignage. Comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a une promo qui va faire sa rentrée dans quelques jours, une deuxième dans quelques semaines, dans quelques mois. À titre personnel, je trouve que c'est une bonne chose peut-être de séparer l'année en deux, en tout cas permettre à deux promos différentes de rejoindre l'aventure à deux moments. C'est vrai que moi, à titre personnel, je me rappelle être rentré, avoir pris le train en marche sur des délais assez courts. J'aurais peut-être été un étudiant de la promo de février jadis, même si l'option n'était pas à l'époque permise. Écoute, Alors Samy, justement, alors ouais. c'est bien parce que tu nous fais un peu de teasing. Tu vas le raconter là dans quelques instants, mais effectivement, j'ai le souvenir que tu avais pris ta décision en septembre. Ouais. De rejoindre le MBA. Donc Exact. alors là, on est début octobre, donc c'est vrai que là, on est sur des délais très courts, mais toi, c'était courant septembre pour rejoindre le MBA en octobre. Exactement. Peut-être pour revenir un poil en arrière. J'ai rejoint, moi, pour ce MBA, pour la plupart des étudiants et des étudiantes qui composent les promos chaque année. Je pense que je faisais partie de la catégorie la plus jeune. J'avais 25 ans à l'époque. Je sortais de deux Master 2 distincts. Donc, moi, j'ai fait une première L1 de droit. J'ai été diplômé de Sciences Po Aix-en-Provence dans la foulée sur une majeure qui n'était pas vraiment en lien avec les métiers auxquels prépare le MBA. J'étais plutôt sur un volet géopolitique, d'affaires internationales. Par la suite, j'ai fait un deuxième Master 2 à l'Université Paris-Dauphine sur des thématiques d'économie du développement, toujours assez éloignées de ce qu'on propose dans cette formation. Et je suis arrivé à un carrefour. Je suis arrivé à un carrefour parce que je spoil la suite. Moi, depuis plusieurs années, je travaille dans la communication, je suis communicant. Et je savais que j'avais cette fibre que j'avais pas forcément développée, sur laquelle j'avais pas forcément travaillé. En tout cas, j'avais pas suivi de cours sur cette thématique. Et arrivé à la fin de ce deuxième Master 2 en économie du développement, j'ai opéré un virage. Non pas sur un coup de tête, mais de manière assez rapide. Et je suis arrivé en agence de communication à TBWA Corporate, dans lequel j'ai passé une année au planning stratégique, donc qui fait pas partie des business units les plus digitales en agence de communication. Et j'ai vu qu'il y avait un angle mort. J'ai vu que j'avais un angle mort sur la question du digital. Je le savais en amont. J'avais pris ma décision de poursuivre dans les métiers de la communication et tout ce qui touchait à côté au marketing, à l'influence. Et je savais que j'allais avoir ce trou dans mon bagage qui allait forcément être préjudiciable à un moment ou à un autre. Et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer un ancien du MBA, en tout cas qui était dans la promo avant la mienne, qui est un entrepreneur lyonnais, et qui m'a proposé de travailler avec lui pour monter un projet de start-up entre Paris et le Luxembourg et me permettre
en parallèle, de suivre la formation du MBA en part-time. Et c'est comme ça qu'assez tard, du coup, dans le processus de recrutement, donc en l'occurrence à la fin du mois de septembre, quelques semaines avant la rentrée, j'ai choisi de rejoindre le MBA. Et je pense qu'on va avoir l'occasion de détailler un petit peu les motivations qui ont été les miennes et les enjeux qui étaient ceux qui se présentaient à moi de rejoindre une formation que j'avais en toute franchise pas forcément dans un temps l'occasion de rejoindre. Bon, écoute, c'est très clair. Donc, on voit effectivement, tu avais une formation initiale plutôt sciences politiques, géopolitique, économie du développement. Intellectuellement, c'est passionnant. Et je pense que tu t'es régalé pendant ces études. Et puis, t'as pas fait que des études parce que tu es également parti à l'étranger. Si je me trompe pas, t'es parti en stage en Afrique du Sud. Enfin, t'as eu des expériences très riches, de formatrices très très riches, mais c'est pas très professionnalisant tout ça. C'est quand tu dis que tu étais dans un carrefour, c'est que tu dis bon, ok, très bien, mais maintenant en fait concrètement, qu'est-ce que j'en fais quel type de métier Exactement. Avant le MBA, c'est ça. Totalement. Donc là, si on resitue un petit peu, on est donc à l'aube de l'année 2018 et tu le dis justement, il y a des premiers questionnements qui se posent sur quel est mon métier, quel est mon corps de métier, qu'est-ce que je peux apporter en termes de compétences au-delà du volet de connaissances qui évidemment dans les formations comme celle que j'ai pu faire, l'accent est mis sur un volet très intellectuel, très théorique, mais et surtout sur le volet digital. J'ai de manière un petit peu semi-comique, j'ai l'habitude de dire que je me définis un petit peu comme un romantique sur la question de ce qui peut constituer le bagage de quelqu'un qui apporte ses connaissances en matière de rédaction, en matière de connaissances, sauf que c'est bien joli de faire des rédactions. C'est très intéressant, ça permet de valider des acquis dans le cadre universitaire. Mais comme je l'employais tout à l'heure, il y avait un angle mort. Il y avait un angle mort et j'étais conscient que mes écueils sur le volet du digital allaient très rapidement me faire rencontrer des obstacles. Et donc, quand s'est ouvert l'opportunité de faire le MBA, j'ai considéré que c'était pour moi l'occasion de très rapidement, dans mon début de carrière, venir combler ces manques-là et surtout me donner un petit peu cet ADN digital, me donner l'envie de creuser un petit peu plus et de me constituer un bagage que j'allais pouvoir développer par la suite. Et maintenant, en temps plus 2, 4 ans après avoir fait le MBA, c'est exactement ce qui s'est passé. Et j'en suis ravi. Donc là, on est en septembre 2018. Ouais. Tu as donc terminé ton deuxième Master 2 donc à Dauphine. Et tu rencontres, donc on va le citer, cet alumni bien sûr, qui s'appelle Philippe Prat, donc lui est un entrepreneur aguerri, qui a entre 40 et 50 ans, grosso modo. Il est venu faire le MBA, donc lui aussi pour se digitaliser. Et tu le rencontres dans un salon. Si je me trompe pas, au France Digital Day. Exactement. Donc France Digital, c'est l'association des startups françaises et qui organise tous les ans donc sa journée, le France Digital Day. C'est, si je me trompe pas, aux alentours du 20 septembre. Et donc tu viens au France Digital Day. Il se trouve que le MBA MCI est partenaire de l'événement. Donc Philippe fait partie de l'événement. Et là, vous vous rencontrez, vous échangez, et ça matche bien, ça matche tellement bien que il te présente ce projet de développement au Luxembourg. Toi, ça fait tilt parce que tu dis tiens, il y a très certainement quelque chose à faire. T'as envie d'être de l'aventure. Et là, ça se fait on peut dire en quelques jours. Philippe te propose donc de te prendre en alternance. Et en fait, ta mission d'alternance, ça serait ce développement au Luxembourg. Donc, je rappelle pour ceux qui nous regardent, donc le MBA donc est éligible à l'alternance. Et en fait, ça permet quoi ? Ça permet que les frais de formation puissent être pris en charge. Alors, une partie ou toute ou partie des frais de formation soit pris en charge par l'employeur, par l'entreprise. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec Samy, puisque en fait, donc c'est l'entreprise de Philippe Prat, alumni MCI, qui t'embauche pour développer une filiale au Luxembourg. Donc en fait, en l'espace de quelques jours,
non seulement donc tu vas faire ce MBA en marketing digital, tu dois partir au Luxembourg, enfin en tout cas tu dois mettre en place une mission au Luxembourg avec Philippe. C'est ça, hein? Totalement. Donc, c'est exactement comme ça que ça se passe. Et moi, j'avais entendu parler du MBA en amont. Simplement, entre la rencontre avec Philippe et avec les autres étudiants et étudiantes du MBMCI, puisqu'il y en a plusieurs qui sont présents sur le salon, avec qui je suis amené à échanger, on va dire que j'ai une médiatisation accélérée de ce qu'est le MBA. Je rencontre aussi les profils et je reviens là-dessus parce que moi, je sors à ce moment-là de formation traditionnelle pour un étudiant qui a 23, 24, 25 ans. Et je me rends compte que y a des formations, en l'occurrence d'MBA, qui proposent des profils beaucoup plus variés, avec des parcours, des expériences qui donnent des classes très mixtes, des promos très mixtes. Et je vois aussi l'opportunité pour moi de rentrer dans un cadre qui va m'apporter, via lequel je vais apprendre sur des nouveaux métiers, sur des nouvelles thématiques. Et avant même d'aborder le cadre de l'alternance et de rentrer dans les détails, je sens que c'est une formation qui peut venir combler le manque qu'il y a moi dans mon profil, dans mon bagage, et dont je suis parfaitement conscient. Je sais qu'à l'époque, je m'enferme un petit peu dans… alors, on n'est pas encore à l'époque des influenceurs rois et des réseaux sociaux tels qu'ils sont utilisés maintenant, mais je garde un petit peu cette réticence un peu boomer par rapport aux outils des réseaux sociaux et à la vision que je me fais du travail et même de la communication, qui est déjà, moi, mon métier à ce moment-là. Et je me dis, voilà, si tu rates le train, tu vas t'enfermer dans quelque chose qui va te pénaliser à très court terme. Et donc, comme tu l'as dit, en quelques jours, on trouve un accord avec Philippe pour les contours de la mission et pour faire le MBA en part-time que je rejoins en effet 2 à 3 semaines après cette rencontre au France Digital Day. Évidemment, je comprends assez rapidement qu'il y a un game changer, en tout cas moi dans ma carrière, de la manière dont ça va se dérouler par la suite. Bon, tu as raison, on va effectivement dire quelques mots, enfin tu vas dire quelques mots sur cette mission au Luxembourg, mais on va quand même se concentrer sur ton évolution dans le MBA. Et puis, on parle de 2010-2019, mais on est en 2023 et c'est aussi ce que tu es devenu, ce que ça t'a Bien permis sûr. en tout cas de devenir. Tu le disais tout à l'heure, toi tu avais une intuition qui était celle que la communication d'une façon générale, c'était un secteur d'activité, en tout cas c'était une catégorie de métier qui t'allait bien, sans réellement avoir eu d'expérience dans le domaine, à part cette expérience en agence, tu disais chez TBWA, qui t'avait déjà ouvert une première fenêtre. Tu vois, si peut-être il y a, on va dire, on va essayer de mettre peut-être des cairns, tu vois, des étapes. Il y a peut-être cette première étape de ce stage chez TBWA que tu fais pendant tes études, et ensuite la deuxième étape qui achève, on va dire, ta conversion vers la communication et le marketing, qui est le MBA. Qu'est-ce que tu as fait concrètement pendant le MBA? Qu'est-ce que tu as le sentiment d'avoir appris? Et puis tu peux nous parler aussi de ta thèse professionnelle, parce que tu as fait une thèse sur… Alors, c'est un exercice que tu connaissais déjà parce que tu l'avais quand même fait pas mal de fois pendant tes études précédentes. Mais là, c'était une thèse professionnelle, là où avant, tu étais plutôt sur de la recherche. Donc peut-être quelle était la différence? Alors, il y a plusieurs questions. Alors vas-y. Sur ce que tu as appris. Je vais reprendre un petit peu, je vais même revenir un petit peu plus loin et je vais revenir très rapidement sur mon profil à l'époque, avant d'arriver dans ces métiers. Moi, je voulais être journaliste. Je voulais être journaliste ou avocat. Au moment de rentrer à Sciences Po, ça reste des schémas assez traditionnels. Ce qui est aussi traditionnel, c'est qu'une fois qu'on est rentré dans les études supérieures, ça évolue très vite. On découvre d'autres thématiques, on se confronte peut-être aussi à des réalités du secteur qu'on n'a pas vues en amont. Et très vite, je me rends compte que j'ai peut-être pas le profil pour mettre en œuvre tous les efforts qui sont nécessaires pour devenir journaliste et avocat, notamment en temps de formation et à ce que ça implique en début de carrière. Donc, finalement, je sais que j'ai une ADN de communication en amont et c'est pour ça que donc je rejoins TBWA, que l'expérience se passe bien et donc que je me retrouve face à ce premier mur du digital parce que je ne maîtrise pas les outils, je ne maîtrise pas les usages. Et là, je fais le lien avec la question qu'est-ce que j'ai appris au MBA. Avant tout, je me suis construit une vision. Je me suis construit une vision parce que le programme du MBA, il est extrêmement dense. Il y a une douzaine, quinzaine de matières.
qui sont enseignés par des gens qui sont extrêmement compétents, donc avec des niveaux de maturité différents entre les étudiants et les étudiantes, et on n'a pas la possibilité de retenir 100% de chaque cours. C'est pas forcément l'enjeu. Moi, très rapidement, au bout de quelques mois au MBA, je commence à avoir une première vision sur le digital. À quoi ça sert dans les métiers? Comment on va chercher les gens, quel que soit, qu'on soit commercial, qu'on soit communicant, qu'on soit DevOps. Il y a des outils qui sont à disposition, il y a des manières de les utiliser, et je sais très rapidement que je ne vais pas avoir la prétention de sortir avec en tête comment on devient un gros hacker de référence, comment on devient un spécialiste du SEO, du SIA. Je sais que ce n'est pas l'enjeu. Moi, j'ai besoin d'avoir une vision globale. J'ai besoin de savoir qui fait quoi dans des process beaucoup plus larges dans les entreprises. Et surtout, moi, dans mes métiers, je vois à quel point on sollicite le digital encore plus. Et concrètement, dans la communication, 2017-2018, on voit arriver les influenceurs dans toutes les reco-agences. Et moi, j'ai un temps de retard, voire 2. Et j'ai pas envie de le garder, ce temps de retard. Et soit j'y vais en autodidacte pour rattraper ces lacunes, soit je rentre dans une formation où il y a des professionnels qui vont venir me dire comment ça se glisse, comment ça se plug dans des réflexions globales. Et je fais le lien avec ma première réflexion. Je viens pour construire ma vision du digital. Et très rapidement, je vois les briques qui commencent à se poser les unes sur les autres. Et ça crée enfin la petite émulation personnelle par rapport à un blocage un petit peu que j'avais en amont, un petit peu volontaire, un petit peu boomer, un petit peu provoque, en disant, voilà, moi je reste de la old school, la plume, les formats traditionnels. Mais même si au fond de moi, je savais très bien qu'il y avait de la posture. Et je commence à la perdre, cette posture. Et c'est ce que j'attendais, surtout en rejoignant. Oui, c'est ça, Samy. Je pense que tu as prononcé le mot, celui de plume. C'est qu'avant même d'être une plume professionnelle, d'être en tout cas sur du contenu à titre professionnel, tu avais déjà tu t'étais construit des barrières sur totalement. quelque chose de très artisanal, de très intellectualisé. Et ça fait partie du métier, mais on va dire toute ta dimension technologique digitale, inconsciemment, tu l'as repoussé, alors qu'en fait, et c'est ce que tu vas nous dire après, il faut réussir à allier le meilleur. C'est-à-dire que toi, si tu te situes sur le contenu, sur l'éditorial, justement, il faut réussir à allier ce qui fait qu'on est humain, qu'on est des experts, mais aussi le meilleur de la technique et des leviers du digital pour assurer la performance, l'efficacité, le gain de temps. On va dire que tout ça, c'est des notions que tu as appris au MBA. Totalement. J'ai spontanément une anecdote qui me vient en tête, c'est-à-dire que la première masterclass du MBA, elle consiste à nous convertir en tweetos. Moi, Twitter, qui, dans mon profil depuis le début, est censé être mon réseau social de référence. Je suis addict à l'actualité, à la politique, aux jolis mots et aux jolies formules. Je sais exactement ce qui se passe sur Twitter et ma barrière m'empêche de créer un compte. D'y aller, bah oui. D'y aller parce que j'ai pas envie de rentrer, de me digitaliser de manière trop abrupte. Et donc, les premiers cours du MBA, la première masterclass qui nous conduit à créer notre premier compte Twitter et à l'utiliser, à savoir ce qu'on y trouve, hein, le réseau social des professionnels, des gens qui ont quand même un œil assez aiguisé sur l'actualité, on va dire un petit peu plus chaude qu'un réseau comme LinkedIn. En quelques jours, je deviens un tweetos. Et c'était une évidence. Et il a fallu que je rentre au MBA pour devenir un tweetos. Et donc, ça constitue la première étape, hein, aussi, tout simplement. Je comprends que je suis au bon endroit. Et évidemment, au fur et à mesure de l'année, on va aller sur des thématiques et sur des enseignements beaucoup plus techniques qui demandent une maîtrise d'outils beaucoup plus précise. Mais j'ai déjà le terreau pour recevoir ces enseignements et en tirer le maximum. Je sais que je vais pas, comme je le disais en amont, je sais très bien en octobre 2018 qu'en octobre 2019, je ne serai pas un gros hacker ou un spécialiste de la data analytics. Mais
je suis totalement prêt à recevoir, à ouvrir mes chakras pour être capable d'affiner un petit peu cette connaissance et cette vision de tout ce qui peut toucher au digital. Tu as aussi une révélation pendant le MBA qui est celui des réseaux sociaux. Alors, tu le disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, tu avais déjà dans ton ADN et dans tes centres d'intérêt quelque chose de très social, au sens réseau social du terme. Il manquait la technique et on va dire le côté je mets les mains dans le cambouis. Pendant le MBA, en plus d'assumer donc cette future casquette de consultant social media que tu as aujourd'hui, il y a aussi ce côté très doueur auquel tu aspirais. Et donc, tu l'as dit, tu t'es fait violence, pas uniquement sur Twitter, mais déjà à l'époque, il y a un réseau social qui t'intéresse vachement, qui est LinkedIn. LinkedIn, c'est ton secteur. Tu vas nous dire pourquoi, et c'est en lien aussi avec ta thèse, parce que toi, tu es quand même aussi avec les notions de pouvoir, d'engagement des entreprises, enfin des acteurs au sein de la société et de la RSE. Ouais, totalement. Pour faire le lien, d'ailleurs, avec ce que je pouvais dire un petit peu en amont, je me considère comme, entre gros guillemets, une plume, quelqu'un qui aime le côté rédactionnel, qui aime les formats assez traditionnels de la rédaction et de l'écriture. En fait, je me rends compte très vite qu'il y a aussi un art de bien rédiger sur les réseaux sociaux, sur des formats beaucoup plus courts, avec d'autres outils, avec des usages qui sont peut-être différents. Mais très vite, je me rends compte qu'il y a aussi un terrain de jeu là-dessus et qu'il n'est pas incompatible avec moi, mon approche de ce que je considérais être la communication et peut-être plus globalement les affaires publiques, l'engagement des entreprises en effet, que j'ai quand même, je me suis attaché à garder au cœur de mon profil les thématiques de RSE. Et donc là, je fais le lien avec ma thèse professionnelle qui assez rapidement va prendre… alors, moi, je sais à ce moment-là que je veux rester dans la communication, que je viens évidemment muscler mon bagage et ouvrir un certain champ des possibles aussi autour du digital et de métiers que je connaissais beaucoup moins. Donc, je choisis de faire ma thèse professionnelle sur la labellisation RSE des entreprises. Les processus de labellisation et notamment en ligne. Je trouve par ce biais-là, alors que je connaissais un petit peu en amont parce que j'avais déjà été amené à travailler sur le sujet et à travailler avec des entreprises labellisées, mais le label Lucie, qui est devenu quelques temps après le label Lucie 26000, voilà, avec lequel j'ai toujours l'occasion de collaborer sur des volets de formation notamment, et donc choisi d'en faire le cœur de ma thèse professionnelle, qui disons les choses, a été aussi un exercice, comme pour beaucoup d'entre nous, compliqué au sein d'une année extrêmement dense, où on avait un volet évidemment de travail. On faisait en 3 semaines ce que on était censé faire en 31 jours, avec évidemment la semaine de formation au milieu. Non, mais tu fais bien de le dire, Samy. Non, mais je le dis, parce que… Tu fais bien de le dire. C'est sûr que donc c'est un billet, donc forcément c'est une formation d'excellence. Donc la semaine où vous êtes là, c'est une semaine intense. Ça c'est clair. Extrêmement intense. Et en plus il y a la thèse, donc qui est en fil rouge pendant toute l'année. Donc en gros tu commences bon, peut-être pas dès la rentrée, mais bon, en tout cas, tu es sensibilisé à ce travail en octobre. En gros, tu commences en novembre et tu le rends l'été d'après, quoi. Ouais. Ça va vite. Tout ça va très vite, avec des temporalités qui sont différentes. Toujours le printemps, la fin du printemps, 3 mois qui passent en 3 semaines. Et donc, il y a, comme tu dis, c'est une formation d'excellence, il y a des enjeux de réussite, il faut délivrer. Donc, ne pas romantiser non plus l'exercice de la thèse professionnelle en disant que c'est quelque chose qui se fait en quelques semaines et qui vite fait bien fait. Et c'est un vrai exercice qui demande de la réflexion, du temps, où il y a du doute. Moi, je sais que la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée, c'était délimiter le cadre de mon étude entre trop large et trop restreint. Il y a un juste milieu qu'il faut trouver, ça prend du temps, on a des rencontres, on a des interviews, on rencontre des professionnels, on rencontre des entrepreneurs. Donc voilà, c'est des allers-retours qui prennent du temps. Il y a aussi une certaine charge mentale autour de cet exercice, mais tout le monde la gère, tout le monde est amené à la gérer. Et moi, je sais ce que va m'amener cette thèse professionnelle pour la suite de mon parcours, donc je connais l'enjeu.
je connais l'enjeu, je sais qu'elle va être aussi au cœur, moi, de mon offre, entre guillemets, parce que pendant ce MBA, je devine que c'est vers le statut de travailleur indépendant freelance que je vais me diriger et que je dois déjà commencer la réflexion sur quelle est mon offre, vers qui je vais m'adresser, qu'est-ce que je vais proposer. Et cette thèse professionnelle, ça va être mon tremplin. Ça va être mon tremplin et on est aujourd'hui le 2 octobre 2023 et les thématiques de RSE, de labellisation, c'est toujours au cœur de ce que je propose en tant que consultant en communication, avec évidemment une grosse dominante digitale, et aussi en tant qu'intervenant professionnel dans le supérieur, dans les écoles de communication notamment, parce que ça fait partie de mes cours de prédilection. On pourra peut-être y revenir dans un deuxième temps, mais je garde aussi un certain volume de cours depuis plusieurs années. Et je considère que voilà, ce volet pédagogique, de transmission, est aussi un énorme levier de progression pour moi en tant que communicant. Bon, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Merci en tout cas de partager comme ça avec nous. Je le répète, si vous avez des questions à poser à Samy, n'hésitez pas à le faire dans le chat. Moi, ce que je comprends aussi de ce que tu nous racontes, c'est que ça t'a permis de te réaligner avec avec ce que tu es, tes aspirations, tu vois, la RSE. Bon, c'est sûr que là en 2023, c'est un sujet qui est incontournable. Ça l'était déjà en 2018-2019, mais peut-être différemment. Ça a commencé. Mais toi, avant tout, ce sont des valeurs personnelles. Toi, c'est un engagement individuel. C'est que dans la réflexion que tu as eue dans le cadre de cette thèse et du MBA et de la suite, parce que le MBA finalement c'est qu'un moyen, c'est de te dire comment je peux avoir un métier, un engagement professionnel, et je parle bien d'engagement qui soit cohérent avec ton engagement personnel. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai des engagements personnels de longue date, comme tout un chacun, une chacune. Ici, on a tous des sujets qui nous bottent. Moi, je savais que exercer dans le cadre privé, j'ai longtemps, que ce soit, je me suis aussi vu à un moment faire une carrière dans l'administration. Bon, il y a des engagements autour de ça, en sachant que c'était plus la voie que je gardais au fur et à mesure de mes études. J'ai voulu quand même garder ces engagements, moi, au cœur de mon travail, et c'est ce qui me permet aussi de me lever le matin, de me coucher parfois tard le soir et d'aller au bout de ce qui m'est confié dans le cadre de mon travail. Donc, j'ai voulu le garder dans le cadre de ma thèse professionnelle et en plus, pour les mettre encore plus en avant, ces engagements, pour produire le meilleur travail dans ce volet-là, je reviens à la même chose. Je savais qu'il me manquait une brique. Il me manquait une brique et la brique, c'était le digital. Et je me rappelle aussi, pour une autre anecdote, avoir tenu le discours suivant très rapidement dans l'année du MBA, c'est « Je sais que dans 10 ans, j'aurai besoin de refaire un MBA MCI. » Parce qu'on est sur des métiers qui évoluent très rapidement, qui changent très rapidement. On n'est pas sur des dynamiques figées. Je me ferai peut-être reprendre de volée par tous les chimistes, mais la chimie, les mathématiques sont peut-être des métiers, des disciplines très figées, enfin beaucoup plus figées que nos métiers, qui évoluent avec le digital évidemment, avec les réseaux sociaux, maintenant avec l'intelligence artificielle. Et très vite, j'ai compris que en fait, je rentrais dans un processus. Et que c'est le discours que je tiens à mes étudiants, à mes étudiantes, quasiment à chaque cours. Vous êtes vous-même en formation continue. Le corps enseignant n'a pas vocation à vous transmettre 100% des compétences en communication. Vous avez un travail personnel à réaliser, de mise à jour permanente sur tout un tas de sujets qui va faire que vous serez des professionnels aguerris, éveillés. On ne peut pas maîtriser 100% du scope. C'est pas possible. Mais il s'agit au moins de savoir quels sont les angles morts et de travailler sur ceux qui sont nécessaires pour bien faire notre travail, tout simplement. Et ça, cette brique-là, je sais que c'est le MBA qui me l'a donné, parce qu'on n'avait pas cet éveil et il y avait quand même, dans les formations que j'ai faites, très universitaires, très intellectuelles, entre guillemets, un déni sur ces questions-là. Tu parlais de LinkedIn tout à l'heure.
On n'a jamais eu, dans le cadre des études à Sciences Po ou même à Dauphine, un petit focus sur LinkedIn, comment trouver du travail ou comment faciliter votre recherche d'emploi via LinkedIn, ce qui est évidemment en Non, ou 2023 même une évidence, la base. comment valoriser son travail sur LinkedIn. Ne Tout serait-ce que simplement. ça, parce Oui, qu'à la limite, tu exactement. vois, rechercher un emploi, bon, tu peux te dire, bon, d'accord, c'est peut-être plus tard, mais Non, mais tu as raison, c'est très juste. Valoriser comment. son travail, Ouais. c'est un point central. Bon, je sais que tu, évidemment, Louis, est dans la pédagogie et l'enseignement depuis de bien plus nombreuses années que moi. On tient ce discours à nos étudiants, à nos étudiantes en permanence parce que c'est leur carte de visite. Et moi, avant de rentrer au MBA, j'ai peut-être un bagage et un joli CV universitaire qui peut peut-être faire plaisir aux parents, mais j'ai pas de carte de visite professionnelle. Et moi, je me rends compte très rapidement de cette lacune. On a Anne-Gaëlle qui te demande si tu te souviens du nombre d'interviews que tu as réalisées pour ta thèse et le temps passé. Alors, je ne sais pas si c'est le temps passé des interviews ou le temps passé sur la thèse. Je voulais juste rappeler quelque chose sur la thèse. Donc, quand tu as choisi ton sujet de thèse, tu n'avais pas forcément de légitimité ou même de contact dans Non, ce domaine de c'est la vrai. RSE et de l'ESS. C'est que, Ouais, en fait, tu es parti de zéro et tu t'es ouais, dit, je vais m'attaquer à cet ouais. univers que je vais tenter de décrypter et en fait d'infiltrer grâce à cette thèse. Et donc, le résultat, c'est que non seulement après ta thèse, tu as plein de contacts grâce aux interviews et grâce à ta thèse, et en plus, tu as une légitimité parce que justement, tu as fait une thèse. Totalement. Bonjour Donc, pour Anne-Gaëlle répondre, et merci beaucoup pour la question. C'est juste ce que tu dis, Louis. Je fais le lien avec le fait que avant de rentrer au MBA, j'ai déjà travaillé sur 3 mémoires, dont 2 mémoires de recherche assez conséquents, qui ont porté sur la géopolitique de l'Afrique du Sud pour le premier, et les 2 autres sur la corruption en Afrique australe et les implications économiques, un mémoire de recherche à Paris-Dauphine, assez dense, qui n'avait pas du tout les mêmes enjeux, les mêmes débouchés que ce que pouvait être la thèse professionnelle. Donc, en effet, je pars de zéro. C'est une thématique qui m'intéresse, sur laquelle je me renseigne à titre personnel depuis quelques années, mais pour laquelle j'ai aucun point de contact sur laquelle j'ai tout à construire. Donc, dans ces cas-là, comme de nombreuses personnes, je choisis d'abord de viser très très large. J'envoie beaucoup de messages via LinkedIn notamment, via les articles de journaux, les coupures de presse que je trouve, alors digital aussi bien entendu. J'essaye de contacter les personnes qui écrivent sur cette thématique. Je leur demande si c'est possible de discuter avec eux, s'ils ont la possibilité de me donner des contacts de professionnels qui pourraient m'aider dans le cadre de ce travail. Donc, j'ai par rapport à des personnes de ma promo notamment qui avaient choisi de développer un petit peu leur champ de compétences, des personnes qui avaient, je sais pas, 10, 20 ans d'expérience dans le retail et qui ont choisi d'aller encore plus loin avec le MBA dans ces thématiques, d'aller chercher peut-être des sujets un petit peu plus de niche sur des grandes thématiques qu'ils maîtrisaient. Moi, je choisis de m'attaquer à quelque chose pour lequel j'ai pas d'expérience professionnelle, pour lequel j'ai pas de visibilité, j'ai pas de carte de visite. Et donc, il faut y aller le couteau entre les dents. Hein. Il faut aller prendre des contacts, il faut relancer, il faut marketer aussi un petit peu son approche. Donc, j'écume beaucoup de salons professionnels, des salons parfois où le billet visiteur coûte 200, 300, 400 euros. J'envoie un mail. Voilà, je suis étudiant. J'ai pas du tout les moyens de me payer votre billet visiteur. J'ai pas d'enjeu business qui pourrait justifier que je paye 300 euros pour rentrer sur votre salon. Est-ce que vous pouvez me donner un billet pour que je puisse aller rencontrer les gens sur les stands, que je puisse discuter avec eux, prendre des contacts? J'ai pas le souvenir d'avoir eu des fins de non-recevoir dans ces démarches-là. Donc, en plus, j'ai la chance oui, de. où tu leur disais, alors attends, Samy, t'es modeste parce que là où tu étais malin aussi, c'est que tu jouais aussi la frontière blogueur. Ça, tu disais, ben, je suis étudiant au Ouais, MBMCI, bien sûr. donc j'écris pour le blog Ouais, mbmci.com. Donc, tu promettais pas que tu faisais un article derrière, mais tu disais, oui, j'ai la possibilité de pouvoir faire un article pour couvrir totalement. votre événement et votre salon. Et donc, ce qui fait que tu changeais de catégorie. C'est juste. C'est juste et tu as raison de revenir sur ce volet de la casquette MBMCI. L'avantage aussi la grande force du MBA, c'est qu'il est connecté. Il est connecté avec le monde des entreprises, il est connecté ne serait-ce que par les intervenants qui viennent donner cours.
ou des intervenants qui viennent donner des masterclass dans le cadre du MBA, on est connecté. Moi, je me rappelle de la liste des intervenants, des enseignants, enseignantes que j'ai pu avoir pendant cette année. Ça épouse un scope hyper large. Et donc, on a la possibilité de jouer aussi sur la casquette, en effet, de créateurs et créatrices de contenu, parce qu'il y a un blog, parce qu'il y a une chaîne YouTube qui est alimentée sur plein de volets, qui marche bien, qui a une grosse audience. Et donc, il y a aussi un petit jeu, en effet, à jongler entre les casquettes. À ce moment-là, en effet, on peut être blogueur, on peut être étudiant, rédacteur de thèse professionnel. On peut être aussi alternant, développeur. Moi, en plus, je travaillais à ce moment-là sur un environnement startup qui est toujours en effervescence, où il y a aussi la possibilité qui est peut-être un des environnements les plus ouverts de l'entrepreneuriat, où aller vers les gens, c'est pas mal vu. Il y a toujours une fenêtre. Oui, mais Samy, tu vois, Anne-Gaëlle nous dit dans le chat, elle dit même pas peur. Et en fait, c'est ça, c'est que totalement. Bon, je pense qu'on voit bien, je pense que les gens qui sont en train de regarder ce webinaire se rendent bien compte que tu as le relationnel très facile, tu es quelqu'un qui s'exprime bien, et ça, tu l'avais déjà avant. Je veux dire, avant de rejoindre le MBA, tu avais déjà ces qualités-là. Mais tu avais besoin d'être poussé. Voilà, tu avais besoin d'être poussé, et tu t'es poussé toi-même, en fait. C'est ça, c'est que le fait de te mettre ces challenges, tu t'es dit, maintenant, il faut les relever, il faut se mettre en condition d'eux. Exactement. Mais on n'est pas tout seul pour les relever, ces challenges. Donc, évidemment, il y a une décision. Moi, la décision d'avoir rejoint le MBA après 7 ans d'études supérieures, c'était pas mon choix initial. Je voulais faire une pause, je voulais prendre le temps de construire mon début de carrière. Sauf que le train, il passe pas forcément 2 fois. Et les enjeux étaient trop importants pour ne pas saisir cette opportunité. Et ça aurait été une grossière erreur à ce moment-là de pas prendre cette opportunité. Donc, le hashtag même pas peur, je le reprends. Ça a toujours été le mantra un petit peu du MBA. Mais il est totalement vrai. Il est totalement vrai, et il fait aussi partie de la vision qu'on construit à ce moment-là, et que moi j'ai gardé et que je garde toujours en 2023, et qui fait partie de mon bagage. Et en revoyant régulièrement, dans un cadre professionnel ou plus personnel, des anciens camarades de promo, c'est quand même une dynamique qu'on a gardée, et qui fait aussi la force du MBA, des alumni en général. Moi, je sais que j'ai en plus eu la chance de faire partie d'une promo qui était très exigeante, avec des professionnels qui avaient déjà une sacrée expérience dans leur domaine de compétences, dans leur métier. Il y a eu des thèses professionnelles remarquables enfin, moi, j'ai eu l'occasion de consulter des travaux d'étudiants et d'étudiantes de ma promo qui étaient de très grande qualité. Mais si à ça, on adosse et on ajoute une brique de confiance personnelle et collective, et qu'on se fixe des objectifs qui sont parfois un peu trop élevés, ça débouche sur il vaut mieux en effet qu'ils soient un peu trop élevés que pas assez ambitieux. On arrive à des résultats très rapidement, et qui sont visibles, et qui donnent encore plus confiance pour aborder la suite. Tu fais bien de parler de la promo. Alors, il nous reste une dizaine de minutes ensemble, donc n'hésitez pas encore à poser vos questions dans le chat. On va parler également de l'après-MBA. Hein. On va revenir, on va dire, dans le présent, mais tu fais bien de parler de la promo, parce qu'au sein de cette promo, donc, pareil, une quarantaine d'étudiants, hein, de tous les horizons. Grosso modo, Samy, tu as certains de ces étudiants donc, avec lesquels tu es devenu ami aujourd'hui et que tu continues à voir. Bien sûr, parce que les liens, c'est un format, généralement, on va dire que 95% des étudiants et des étudiantes qui rentrent dans le MBA n'ont pas fait de MBA en amont. Et un MBA, c'est pas comme un master. Il y a des exigences supérieures. Déjà, ça s'adresse à un public plus large, à des profils qui sont en reconversion professionnelle, ou qui viennent muscler une expérience déjà de 15, 20, 25 ans dans leur champ de compétences, dans leur domaine d'expertise, dans lesquels ils sont déjà extrêmement performants. Donc, les attentes sont à juste titre plus élevées que pour un Master 2. Et donc, il y a une effervescence, il y a une émulation.
on se lie d'amitié avec des personnes qui ne sont pas du tout de notre environnement proche. C'est amusant et extrêmement inspirant de développer des relations amicales et des liens de confiance avec des personnes qui ont parfois le double de son âge. C'était mon cas à l'époque. Et donc, évidemment, quand on vit cette aventure, parce que, on l'a dit, c'est une année qui est extrêmement intense sur plusieurs plans, tout le monde a pris ça très au sérieux. Tout le monde avait envie d'avoir une bonne note à sa thèse professionnelle, de valider son MBA, pour certains et certaines de prendre un nouveau virage dans leur carrière professionnelle. Voilà. Alors, j'ai pas eu la chance, malheureusement, d'avoir une remise de diplôme dite de ce nom à cause du Covid, mais pour avoir assisté à celle de la promo précédente, il y a des larmes de joie, de bonheur, parce qu'on se rend compte qu'on a passé une grosse étape, que ça ouvre d'autres perspectives. Et c'est normal. Hein, les gens l'ont pris extrêmement à cœur. Et forcément que ça crée des liens qui disparaissent pas comme ça. Donc, il y a des gens qui sont amenés aussi à travailler ensemble ponctuellement. Et voilà, ça fait aussi un réseau d'alumni de grande qualité. Ça m'arrive de contacter évidemment des anciens camarades de promo pour intervenir dans mes cours, apporter leurs connaissances sur des thématiques parce qu'ils sont plus performants que moi sur des petites briques de mon cours que je maîtrise évidemment dans la globalité, mais sur laquelle j'ai envie d'axer un petit peu 1 ou 2 heures. Donc, il y a... Voilà, on forme une brigade hein, qui dure en post-MBA, bien entendu. Et donc, on arrive donc à ces 4 dernières années, hein, puisque donc, en fait, tu as terminé ton MBA en 2019, mais effectivement, en fait, la cérémonie de remise de diplôme se fait l'année d'après. Et effectivement, l'année d'après, c'était 2020, et donc c'était en plein confinement, et donc malheureusement, tu fais partie effectivement de la promo qui n'a pas eu de cérémonie de remise de diplôme à proprement dit. Pas encore. Pas encore, ouais. Mais tu es évidemment quand même diplômé. Donc le MBA, ça t'a permis de te conforter dans ce nouveau métier de consultant, donc que tu es toujours, et donc tu es consultant et également formateur, donc enseignant donc dans des écoles de communication. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu fais, ton champ d'activité, peut-être aussi les évolutions, parce que en 4 ans, tu as évolué. Peut-être qu'au début, tu étais très communication, et puis ensuite, tu as élargi pour aller de plus en plus vers le marketing digital. Ouais, Raconte-nous ça. Totalement. Donc, moi, je sors du MBA donc à la fin de l'année 2019, quelques semaines après arrive le Covid qui, pour tout un chacun, entraîne aussi des réflexions individuelles sur tout un tas de choses que je ne vais évidemment pas développer ici. Donc, ouais, alors, et puis Samy, pardon de te couper, mais il y a également, tu as raison de parler du Covid, parce que ce projet donc de start-up au Luxembourg, il ne peut pas se poursuivre en raison du Covid. Il y a ça aussi. C'est ça, c'est que tu avais ce projet que tu avais amorcé pendant le MBA, et en fait, il ne se poursuit pas début 2020 à cause du Covid. Totalement. Donc là, la remise en question, elle est directe. Exactement. Et en même temps, dans un second volet, je me rends compte que j'interprète ce signe aussi comme étant l'occasion de basculer tout de suite dans un volet de consultant indépendant, en freelance, que j'avais déjà en tête, que je commençais à maturer un petit peu, mais qui se présente devant moi par la force des choses. Et donc, je me dis, voilà, je vais évidemment capitaliser sur ce que j'ai pu apprendre, moi, dans le cadre de la fonction que j'occupais au Luxembourg, entre Paris et le Luxembourg, entre Lyon, Paris et le Luxembourg, qui m'avait ouvert aussi un champ des possibles. Et donc, je me dis, très bien, moi, je suis communicant, je vais rester sur ce volet-là, je vais poursuivre sur le volet RSE, engagement des entreprises, affaires publiques, en règle générale, qui étaient, moi, mes thématiques de prédilection déjà en temps -1. Mais je prends le temps de peaufiner mon approche de la communication digitale, de l'influence digitale. Alors, moins au sens d'influence marketing que de communication d'influence, qui rejoint vraiment les thématiques les relations publiques. Les relations publiques, la communication corporate, communication de crise aussi, voilà, ces volets-là. Mais je me rends compte vraiment là, avec mon nouveau bagage, avec mon nouvel équipement, du champ des possibles qu'offre le digital sur ces thématiques-là. Et je vois aussi qu'en 1 an, j'en ai pris 10 sur ma maturité et sur ma capacité à me projeter
que la communication d'influence, la communication de crise. Ça a beau faire écho sur les volets les plus traditionnels de la communication, en 2020 déjà, même sans parler de 2023. Ça se passe majoritairement sur les réseaux sociaux. Et j'ai plus du tout la même approche. Et donc, j'ai en plus la possibilité de développer, d'affiner, moi, mon champ de compétences et de connaissances dans le cadre des cours que je donne, des enseignements que je donne. J'ai eu, il y a un petit peu moins de 2 ans, mon numéro de formateur indépendant qui me permet aussi de donner des formations d'entreprise avec d'autres profils, sur d'autres thématiques, toujours en lien avec l'acculturation digitale, la e-réputation, tout ce qui touche évidemment aux engagements des entreprises. Donc moi, je continue à travailler très régulièrement avec des agences, à monter sur des missions, on va dire, qui vont de 3 à 12 mois. Donc moi, je trouve aussi un épanouissement. T'es un couteau suisse. Non, mais Samy, on peut dire que Ouais, en bien fait, sûr. t'es un couteau suisse Ouais. et au début, donc dans ta stratégie avec le MBA, c'était d'infiltrer. J'ai dit le mot tout à l'heure, mais c'était vraiment ça. On va dire cette thématique de la communication RSE, communication responsable, communication d'engagement. Ça t'a rendu visible aussi grâce à ta thèse. Enfin, t'as rendu visible ta thèse puisque en fait les premières missions de formation et d'enseignement, c'est autour de cette expertise qui était naissante à l'époque. Il faut juste se Ouais. dire que 2019-2020, surtout avec le Covid, en fait, c'est devenu tellement, on va dire, indispensable qu'il y a un certain nombre d'écoles et d'entreprises qui se sont dit, il faut qu'on accélère sur le Ouais. sujet et donc trouver des professionnels qui viennent nous enseigner. C'est ce qui s'est passé. Et puis après, tu as élargi. Totalement. Non, je me rappelle même qu'en 2019-2020, je crois que c'est en 2020, le premier enseignement que je donne en école de com sur la RSE, c'est une option facultative. C'est un module facultatif, c'est une option. Dans la grande majorité des formations actuellement, c'est des majeurs, c'est des blocs de compétences de plusieurs dizaines d'heures de cours. Donc, il y a eu évidemment que il y avait une vague qui a pris de l'ampleur à ce moment-là, et c'est aussi assez gratifiant de constater qu'il y avait, j'avais je ne vais pas dire un temps d'avance, mais j'ai eu la possibilité de maturer un petit peu ma vision aussi sur le sujet. Je n'ai pas la prétention d'être l'expert numéro 1, mais voilà, j'ai ma vision sur le sujet. J'arrive à la connecter à d'autres enjeux de communication plus globaux. Et tu le disais tout à l'heure aussi à la question du marketing digital, qui était, moi, un angle mort important de mon bagage, mais qui est présent absolument partout. Dans toutes les problématiques d'entreprise. On ne fait pas de communication d'entreprise pour les entreprises si on n'a pas une vision de la stratégie marketing et évidemment de la stratégie de marketing digital. Et quand on vous parle de SEO, de native advertising et que vous n'avez aucune idée de ce que c'est, vous n'êtes pas capable de produire la bonne recommandation, le bon conseil, et donc, par la force des choses, vous ne faites pas le travail qui est attendu. Et ça, je sais d'où je le tiens, évidemment, même si c'est à nouveau, c'est une formation continue. Je dois me mettre à jour, même depuis que j'ai quitté le MBA, sur le marketing digital et sur toutes les thématiques qui font partie de nos métiers. Alors bon, moi je vais parler maintenant à titre un peu plus personnel. Donc Samy, on a évidemment appris à se connaître ces dernières années. On se connaissait déjà d'avant le MBA puisqu'on s'est connus chez TBWA. Hein. Tu en as parlé. Mais bon, j'ai pu apprécier ton évolution et aujourd'hui je fais régulièrement appel à toi via donc l'agence Pastel dans laquelle je suis associé. On fait régulièrement appel à tes services en tant qu'indépendant. Sur différents types de clients, différents types de missions, et on apprécie énormément ton savoir-faire et ton savoir-être. Et on sait que tu es attaché à ce statut d'indépendant, et d'ailleurs ça te va bien. Hein, je veux dire, je pense que tu es le parfait exemple de ce qu'est un consultant moderne aujourd'hui, c'est-à-dire que très fidèle. Et d'ailleurs, sur ce volet fidélité, je vais en parler à la fin, mais tu es quelqu'un de très fidèle, de très fiable, mais également tu as besoin d'avoir ce renouveau constant, cette émulation intellectuelle, parce que c'est ce qui fait ta force aussi. Si tu t'endors trop sur un sujet, sur un projet, tu gamberges. Le statut de travailleur indépendant, il a évidemment beaucoup d'avantages. On parle d'équilibre, vie perso, vie privée, de gérer son emploi du temps. Moi, ça ne me dérange pas forcément de travailler sur des plages horaires, parfois nocturnes,
ou non conventionnels. Après, évidemment, il y a d'autres contraintes. Il faut trouver des clients, il faut des finances, il faut toujours alimenter son réseau. C'est un exercice qui me plaît, en tout cas, que je considère être partie intégrante du métier. En revanche, tu l'as dit, d'avoir des relations de confiance, de fidélité réciproque avec des agences, Pastel, premier lieu pour moi, bien entendu, puisqu'on a appris à se connaître, on sait comment on bosse ensemble et on a des résultats. Avoir ces relations-là, c'est fondamental. Et c'est vrai que le relationnel, j'aurais même tendance à le rattacher à ce qu'on apprend aussi au MBA. On apprend à traiter avec des corps de métiers différents, très IT, très commerciaux, qui n'ont pas le même langage, qui n'ont pas la même approche. Ça fait partie aussi de nos métiers au global, d'être capable de parler à tous ces profils, à tous ces publics. Moi, en tant que consultant en com, couteau suisse, parce que je suis amené dans mes missions à m'adresser à de nombreux profils, à plein de BU, à plein de départements au sein des boîtes. Il faut aussi mettre le curseur au bon endroit. Il n'y a pas un meilleur endroit qu'un MBA comme le MBA MCI en marketing digital avec tout le scope que ça englobe pour être capable de trouver le juste positionnement. Et c'est pas facile, c'est pas forcément instinctif de le faire parce que en plus voilà, les métiers évoluent très très vite. On parle maintenant d'intelligence artificielle de manière très poussée et très intégrée au futur de nos métiers et à juste titre. C'est une nouvelle composante qu'on doit prendre en compte. Et donc, je reviens à l'anecdote de tout à l'heure. J'ai très vite su, en 2018, que j'aurais besoin de refaire le MBA en 2028. Je ne sais pas si j'aurai la chance de le refaire. Samy, mais je peux te dire que si tu souhaites le faire déjà dès 2023, on a changé les programmes, on a évidemment intégré les IA génératives. On est obligé, de toute façon, on a à peu près un tiers du programme qui change chaque année parce qu'en fait, c'est le marketing digital qui change. C'est ça. Tout simplement. On suit l'évolution. Pour conclure, je parlais de fidélité et parmi les nombreuses qualités que tu as, c'en est une très importante. Il y a quelques jours, on était ensemble à Paris Retail Week, donc le salon du e-commerce et du e-retail en France, enfin qui est le plus gros salon en tout cas du e-commerce en France. Le MBMCI très belle édition, encore une fois. Très belle édition, comme chaque année, puisque le MBMCI est partenaire en fait de ce salon. Et donc, quand je t'ai demandé si tu pouvais venir donner un coup de main sur les 3 jours du salon, parce qu'on a un stand pour pouvoir interviewer des professionnels. Un studio, ouais, c'est ça. On a un studio de podcast, un studio d'interview vidéo. Et quand je t'ai demandé un peu à la dernière minute, est-ce que Samy, tu pourrais venir nous filer un coup de main pour réaliser ces interviews et venir animer le stand, tu m'as dit écoute, ça tombe bien parce que je suis entre 2 missions et j'ai justement ces 3 jours de libre. Bon, tu as même un petit peu bousculé ton agenda pour être là. Tu as fait les 3 jours avec nous. C'était vraiment super. D'ailleurs, si vous voulez voir les interviews de Samy, vous allez sur la chaîne YouTube du MBMCI. Il y a les podcasts qui vont bientôt être publiés. Voilà, c'est ça aussi, c'est que tu disais tout à l'heure que tu étais dans une promo qui était très exigeante. Et bien sûr, nos étudiants sont exigeants parce qu'on est exigeant avec eux, mais c'est du donnant-donnant. Et la communauté MBMCI, c'est ça également. C'est beaucoup recevoir et aussi beaucoup donner. Et toi, Samy, tu fais partie de ceux qui continuent à donner. La preuve, ce soir, tu fais encore un webinaire avec nous. Totalement, c'est très gentil. Je rajouterai 2 points là-dessus. Un point personnel et un point plus collectif. Le point personnel, c'est que c'est une vraie conviction. Dans nos métiers, il y a un besoin de rester proche du terrain, de ce qui se passe, des tendances. Moi, je permets de le faire. J'ai l'opportunité de le faire avec les cours et les enseignements que je donne. C'est un premier volet, au-delà des missions sur lesquelles je bosse. Mais faire des salons, de l'événementiel, parler à des entrepreneurs, des entrepreneuses, identifier les nouvelles tendances, c'est une vraie composante de nos métiers. Et le deuxième point sur la question du MBMCI, c'est que pendant ces 3 jours, on a vu passer une quinzaine, une vingtaine d'étudiants alumni de différentes promos, certains que je connaissais bien, très bien, d'autres moins bien ou d'autres que je rencontrais pour la première fois. Et il y a vraiment cette notion de famille, en tout cas, quelle que soit la promo, les mêmes discours, les mêmes propos reviennent et je vais même aller un peu plus loin. Il y a la même attitude ouverte, très volontaire, très même pas peur. On le retrouve et c'est toujours un plaisir d'avoir ponctuellement l'occasion de revenir à des after-work, intervenir et c'était un plaisir de venir moi apporter
mon petit témoignage personnel avec toi cet après-midi, voilà, en espérant que les personnes qui vont visionner ce contenu et qui s'intéressent au MBA, qui sont peut-être déjà diplômés ou qui veulent avoir des petits témoignages, des petits insights comme ça, parcours très perso, vont trouver un petit peu de matière. En tout cas, c'était un plaisir de venir discuter avec toi cet après-midi, Louis. Bah non, mais écoute, vraiment un grand merci, Samy. Peut-être que ces personnes peuvent te contacter directement sur Avec LinkedIn, grand Samy plaisir. Jbari. Totalement. Et alors, ce n'est plus possible sur Twitter, sur X maintenant, puisque on va le dire, je pense qu'on peut le dire. Donc depuis que Twitter est devenu X, c'est-à-dire depuis que Elon Musk a pris le contrôle de Twitter, tu as décidé de quitter Twitter. Alors, j'ai décidé de passer en mode anonyme parce que on ne change pas des habitudes aussi ancrées de cette manière-là. Il y a aussi des missions qui m'ont été confiées sur lesquelles des enjeux de discrétion. Il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai pris un petit peu de recul temporaire. Je dis pas que je reviendrai pas sur la plateforme. Mon compte n'est pas totalement désactivé, mais j'ai pris un petit peu de recul, mais je reste quand même, par la force des choses, un utilisateur, un observateur avisé de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. C'est une petite prise de recul personnelle qui n'a pas forcément d'implication sur ma façon de voir le réseau. Mais oui, c'est un vrai changement. Alors, c'est pas le cœur de la discussion de cet après-midi, mais Twitter devenu X a des implications, plein d'implications. Ce sera peut-être l'objet d'une autre masterclass. Exactement. Bon, là, en tout cas, si on veut te contacter, il vaut mieux le faire sur LinkedIn. On te retrouve sans aucun problème, Samy Jbari. Sans aucun problème, mes DM sont ouverts et c'est toujours un grand plaisir de discuter avec des personnes avec lesquelles j'ai jamais vraiment échangé. Pour la petite anecdote, ces dernières années, et surtout depuis le MBMCI et ces prises de contact depuis la thèse professionnelle, j'ai eu des contrats, j'ai fait des très belles rencontres et ça fonctionne toujours autant. Et je reste un petit amoureux de LinkedIn. Je peux utiliser du partage. Oui. J'ai mes étudiants à qui je donne de la visibilité, un petit peu de force dans leur recherche d'emploi, de stage. On a eu l'occasion d'en parler, Louis. C'est un réseau, je trouve, qui se bonifie d'année en année et qui trouve un petit peu ça. Voilà, je trouve que c'est un très bon réseau social qui marche sur plusieurs volets. Voilà, je vous encourage à venir glisser dans mes DM si vous le souhaitez. Bon, je crois que tu vas recevoir des invitations sur LinkedIn. Je vois dans le chat que voilà, le message est bien passé. Tu vas recevoir des invitations. Merci encore, Samy. Merci de nous avoir suivis et à bientôt avec le hashtag MBMCI. À très bientôt. Merci à toutes et tous pour les personnes qui ont suivi ce petit webinaire et au plaisir d'échanger un petit peu plus tard avec vous, digitalement ou en présentiel. Je vous souhaite en tout cas une très bonne fin de journée à toutes et tous. Juste un dernier mot parce qu'on a Stéphanie dans le chat qui nous met un message très sympa qui dit merci Samy pour ton enthousiasme communicatif et tu m'as rassuré sur les amis du double de ton âge. Alors oui et inversement sur la moitié aussi quand on se trouve de l'autre côté c'est pour le coup c'est pas de la com. Tout ça est totalement vrai et c'était extrêmement gratifiant, très très riche ce volet-là. En tout cas moi je le mets en avant, je l'ai souvent mis en avant dans le cadre de ce MBA. Merci Stéphanie pour ton commentaire. Et cette fois-ci, c'est fini. Au revoir à tous, à bientôt. Au revoir.